vous avez arrêté les sodas, vous ne mangez presque plus de bonbons, vous évitez les biscuits, les viennoiseries et les produits ultra transformés. À la place, vous choisissez des aliments qui semblent beaucoup plus sains. Du sirop d'agave plutôt que du sucre blanc, du sucre de coco parce qu'il est présenté comme super naturel, un kombucha pour prendre soin de votre microbiote, quelques fruits séchés pour une collation beaucoup plus saine, ou encore un joli acai bowl rempli de fruits pour commencer votre journée. Sur le papier, vous avez l'impression de faire les bons choix. Et pourtant, votre glycémie n'a jamais été aussi élevée, vous avez encore des fringales après vos repas, votre énergie monte et descend au cours de la journée et vous avez du mal à perdre du poids, notamment au niveau du ventre. Et malgré tous vos efforts, votre résistance à l'insuline ne semble pas vraiment s'améliorer. Alors, vous commencez peut-être à vous demander, est-ce que je fais les choses de la bonne manière? Est-ce que je fais quelque chose de travers? Pourquoi je ne vois pas plus de résultats alors que je mange plus sainement qu'avant? Un aliment peut être naturel, bio, sans gluten, vegan, riche en antioxydants, ou vendu dans un magasin spécialisé sans pour autant être favorable à votre glycémie ou à votre santé métabolique. Et c'est là que beaucoup de personnes se font piéger. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble 7 aliments considérés comme sains qui peuvent pourtant maintenir votre glycémie et votre insuline très élevée, particulièrement si vous êtes déjà résistant à l'insuline. Mais je ne vais pas simplement vous dire de les supprimer. Pour chaque aliment, je vais vous expliquer pourquoi il bénéficie d'une bonne réputation, où se trouve réellement le piège et surtout par quoi vous pouvez le remplacer. Parce que le but ici n'est pas d'avoir peur de la nourriture. Le but est de mieux comprendre ce que vous mangez afin de faire des choix plus adaptés en fonction de vos objectifs. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier aliment est souvent présenté comme une alternative idéale pour les personnes diabétiques, alors qu'il pourrait, dans certains contextes, contribuer à aggraver des problèmes métaboliques que l'on cherche justement à améliorer. Alors si vous découvrez cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, sportive, diplômée, spécialisée dans l'alimentation cétogène, la perte de poids et l'amélioration de la santé métabolique. À travers FitMat Coaching, j'accompagne des personnes qui souhaitent perdre du poids durablement, retrouver plus d'énergie et améliorer leur rapport à l'alimentation grâce à une approche personnalisée, progressive et adaptée à leur mode de vie. Sur cette chaîne, mon objectif est de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et de vous transmettre des conseils concrets, applicables au quotidien, sans culpabilité ni promesse miracle. Parce qu'en nutrition, il ne s'agit pas simplement de suivre une liste d'aliments autorisés et interdits, c'est important de comprendre pourquoi certains choix peuvent être intéressants, apprendre à les adapter à sa propre situation et construire une alimentation que l'on peut réellement maintenir sur le long terme. Alors si ces sujets vous intéressent, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book gratuit sur le régime cétogène, le lien sera dans la barre de description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant que les présentations sont faites, revenons à notre sujet. Alors, avant de découvrir ces 7 aliments, il y a une nuance essentielle à comprendre. L'insuline n'est pas votre ennemi. L'insuline, c'est une hormone indispensable à la vie. Lorsque vous mangez notamment des glucides, votre glycémie augmente. Votre pancréas libère alors de l'insuline afin d'aider le glucose à entrer dans vos cellules pour être utilisé comme source d'énergie ou stocké. C'est un mécanisme totalement normal. Le problème apparaît lorsque l'organisme est exposé pendant des années à un environnement favorisant des niveaux d'insuline fréquemment élevés. Les cellules peuvent progressivement devenir moins sensibles au signal envoyé par l'insuline. Le pancréas doit alors en produire davantage pour obtenir le même résultat. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et lorsque l'insuline reste fréquemment élevée, cela peut notamment favoriser des fringales, des baisses d'énergie, une plus grande difficulté à mobiliser les graisses stockées, l'accumulation de graisse viscérale et à long terme, augmenter le risque de prédiabète et de diabète de type 2. L'objectif n'est donc pas d'empêcher toute sécrétion de l'insuline, ce serait impossible et ce ne serait pas souhaitable. L'objectif est plutôt d'éviter les apports importants et répétés en sucre rapidement assimilables, surtout lorsqu'elles sont consommées seules, sous forme liquide ou dans des aliments
qui rassasie très peu. Maintenant que cette nuance est posée, voyons le premier aliment. Les boissons énergétiques destinées aux sportifs ont bénéficié d'un marketing extrêmement efficace ces dernières années. Leur image est souvent associée à la performance, à l'endurance, à l'hydratation, aux électrolytes et à la récupération. Lorsque l'on voit des athlètes de haut niveau en consommer pendant une compétition, on peut facilement penser qu'il s'agit simplement d'une boisson plus saine et plus adaptée à l'effort qu'un soda ou de l'eau classique. Mais il faut regarder ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Une bouteille classique de boisson sportif peut contenir environ 30 à 40 grammes de sucre. Cela représente environ 6 à 8 morceaux de sucre blanc. Et ces glucides sont généralement choisis pour être rapidement absorbés. On retrouve souvent du glucose, du saccharose, du sirop de glucose ou encore des maltodextrine. Pour un cycliste qui réalise plusieurs heures d'effort, un marathonien ou un athlète qui s'entraîne très intensément, très régulièrement, ces glucides peuvent avoir une utilité. Pendant un effort prolongé, les muscles consomment beaucoup de glucose et les réserves de glycogène diminuent. Dans ce contexte précis, apporter rapidement des glucides peut soutenir la performance. Mais le problème est que beaucoup de personnes consomment régulièrement ces boissons après l'effort, seulement lorsqu'elles font leurs 45 minutes de musculation quotidienne, une séance de yoga, une marche ou un footing modéré. Ou simplement parce qu'elles pensent qu'elles sont meilleures pour leur santé qu'un soda. Dans ce contexte, sachez que le corps n'a pas forcément besoin d'une grande quantité de sucre rapidement disponible. Et puisque ces glucides sont consommés sous forme liquide, sans fibres et généralement sans protéines ni matières grasses pour ralentir leur absorption, ils peuvent provoquer une augmentation rapide de la glycémie. Le fait qu'une boisson contienne des électrolytes ne neutralise pas les effets du sucre qu'elle contient. Le potassium, le sodium et le magnésium peuvent être utiles, mais ils ne font pas disparaître les glucides. Donc si votre objectif est simplement de rester hydraté pendant une séance classique, de l'eau est généralement suffisante. Et si vous avez besoin d'électrolytes, notamment dans le cadre d'une alimentation cétogène, eh bien je vous conseille de choisir une eau minérale riche en minéraux, un bouillon salé ou un mélange d'électrolytes sans sucre. Le réflexe à retenir est simple, c'est de ne pas choisir une boisson uniquement parce qu'elle contient le mot sport, énergie ou électrolyte. Il faut toujours regarder la quantité totale de glucides et de sucre indiquée sur l'étiquette. Les amandes, les noix de macadamia, les noisettes et les noix de pécan peuvent être d'excellents aliments dans une alimentation pauvre en glucides ou cétogène. Ils apportent évidemment des matières grasses, des fibres, des minéraux, des antioxydants et une certaine quantité de protéines. Lorsqu'ils sont consommés nature, dans des portions raisonnables, leur impact sur la glycémie est généralement faible. Ils peuvent également apporter une bonne satiété. Mais attention, tous les sachets de noix ne se valent pas. Aujourd'hui, dans le commerce, on trouve de nombreuses versions aromatisées. Amandes grillées au miel, noix goût barbecue, noix au piment doux, noix caramélisées, noix saveur teriyaki, ou encore des noix enrobées d'un mélange sucré-salé. Et le problème ne vient généralement pas de la noix en elle-même, le problème vient de ce que l'on ajoute autour. Ces enrobages peuvent contenir du sucre, du miel, du sirop de glucose, de la farine, de l'amidon, des maltodextrines et parfois différentes huiles raffinées. Lorsque vous regardez rapidement le paquet, vous voyez écrit amande ou noix de cajou. Vous pensez donc acheter un aliment brut, mais votre organisme ne reçoit pas uniquement des amandes. Il reçoit également l'enrobage qui les accompagne et quelques grammes de sucre peuvent rapidement s'accumuler, surtout lorsqu'on le mange directement dans le sachet. D'autant plus que les mélanges du gras, du sel, du sucre et des arômes rendent souvent ces produits très faciles à surconsommer sans s'en rendre compte. La solution, elle est très simple. Choisissez des noix nature, idéalement non sucrées ou non salées. Et si vous trouvez ça un petit peu trop fade, eh bien vous pouvez ajouter vous-même du paprika, du curry, du cumin, des herbes de Provence, du romarin, de la cannelle ou simplement une pincée de sel. Vous gardez ainsi les bénéfices nutritionnels des fruits à coque sans transformer un aliment simple en snack ultra appétissant et beaucoup plus riche en glucides. Petite précision importante pour les personnes qui suivent une alimentation cétogène stricte, tous les fruits à coque ne contiennent pas la même quantité de glucides. Les noix de macadamia, les noix de pécan et les noix classiques sont généralement plus faciles à intégrer. Les noix de cajou, elles, sont naturellement plus riches en glucides et doivent souvent être consommées avec davantage de modération. Le kombucha est probablement l'un des aliments qui possède la meilleure image santé de cette liste actuellement. C'est une boisson fermentée qui rencontre beaucoup de succès. Elle est souvent associée au bien-être du microbiote intestinal, à la digestion, aux probiotiques et à la santé digestive. Et il est vrai que la fermentation du kombucha
peut produire certains composés très intéressants. Mais il y a un élément que beaucoup de personnes ignorent. Pour fabriquer du kombucha, on commence généralement avec du thé sucré. Le sucre sert simplement de nourriture aux levures et aux bactéries responsables de la fermentation. Pendant le processus, une partie du sucre est consommée. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne reste plus aucun sucre dans la boisson finale. Et surtout, dans les produits industriels, la fermentation peut être interrompue avant que tout le sucre soit consommé. Et certaines marques ajoutent ensuite des jus de fruits, des purées de fruits, des arômes sucrés ou du sucre supplémentaire pour rendre la boisson plus agréable. Selon la marque et le parfum, une bouteille peut donc apporter une quantité non négligeable de sucre. Est-ce que ça signifie qu'un kombucha va ruiner votre santé métabolique? Absolument pas. Il faut garder une notion de quantité et de contexte. Mais si vous êtes résistant à l'insuline, si vous cherchez à stabiliser à tout prix votre glycémie, ou si vous suivez une alimentation cétogène stricte, eh bien, il ne faut pas considérer automatiquement le kombucha comme une boisson sans glucides. La meilleure solution reste évidemment de lire l'étiquette. Regardez la quantité de glucides et de sucre pour 100 ml et surtout pour la bouteille entière. Parce qu'une erreur fréquente consiste à regarder les valeurs pour 100 ml alors que la bouteille contient environ 350 ou 500 ml. Vous pouvez également choisir une version très peu sucrée ou consommer une petite quantité plutôt que la bouteille entière. Et si votre objectif est de prendre soin de votre microbiote, le kombucha n'est pas votre seule option. Vous pouvez également intégrer selon votre tolérance des légumes fermentés sans sucre ajouté, de la choucroute crue, du kimchi qui est peu sucré, des fibres provenant des légumes et une alimentation suffisamment diversifiée. La santé du microbiote ne dépend jamais seulement d'une seule boisson ou d'un seul aliment miracle. Alors je vais probablement choquer certaines personnes, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de diaboliser absolument tous les fruits, même en cétogène. Un fruit entier contient naturellement des sucres, mais il apporte également de l'eau, des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants et du volume. Alors tous les fruits n'ont évidemment pas le même impact glycémique. Les fruits rouges par exemple sont souvent plus faciles à intégrer dans une alimentation pauvre en glucides que de grandes portions de mangue, de raisin ou de banane qui sont beaucoup trop riches en sucre. Et le contexte compte également. Une personne active et métaboliquement saine ne réagira pas forcément de la même manière qu'une personne très résistante à l'insuline ou diabétique. La quantité consommée compte également. Et le fait d'associer ou non un fruit à un repas contenant des protéines, des fibres et des matières grasses peut également modifier la vitesse d'absorption des glucides. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Mais les fruits séchés sont une autre histoire. Lorsque l'on retire l'eau d'un fruit, on réduit énormément son volume. Le sucre naturellement présent devient alors beaucoup plus concentré. Prenons un exemple, il est relativement difficile de manger plusieurs grappes de raisin en seulement quelques minutes. Le volume et l'eau finissent par vous rassasier assez rapidement. Mais une petite poignée de raisins secs se mange en 10 secondes. Et cette petite portion peut représenter l'équivalent de plusieurs portions de raisins frais. Le même problème existe avec les dattes, les mangues séchées, les abricots secs, les figues séchées ou encore les cranberries séchées. Et pour les cranberries, il faut être particulièrement vigilant car elles sont souvent sucrées après séchage afin de réduire leur acidité. Le piège vient surtout du fait que la portion paraît petite. Vous avez l'impression de manger seulement quelques fruits, mais la quantité totale de sucre peut être beaucoup plus importante que vous ne l'imaginez. Les fruits séchés sont également très faciles à manger rapidement et rassasient généralement moins que leur équivalent frais. Donc si vous êtes résistant à l'insuline ou si vous suivez une alimentation cétogène stricte, mieux vaut les limiter fortement, voire les éliminer. Et si vous souhaitez consommer des fruits, privilégiez plutôt des fruits entiers, adaptés à votre tolérance et à vos objectifs. Dans le cadre du keto, une petite portion de fruits rouges est généralement l'option la plus simple à intégrer. Des framboises, des mûres, des fraises ou quelques myrtilles en quantité contrôlée. Alors avant de poursuivre avec les prochains aliments, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. Même si les conseils que je partage dans cette vidéo peuvent vous aider à mieux comprendre votre alimentation, nous n'avons pas tous le même métabolisme, le même mode de vie, les mêmes habitudes de vie, ni les mêmes objectifs. Et lorsque l'on souhaite commencer une alimentation cétogène, perdre du poids ou améliorer sa santé métabolique sur le long terme, il est parfois difficile de savoir concrètement quoi mettre en place. Quels aliments choisir, quelle quantité consommer, comment construire ses repas, et surtout comment adapter le keto à sa propre situation plutôt que de suivre un programme générique trouvé sur internet. C'est justement pour cela que j'ai créé mon bilan keto personnalisé. Il s'agit tout simplement d'une consultation individuelle d'1 heure en tête-à-tête
pendant laquelle nous prenons le temps d'analyser ensemble votre situation, vos habitudes alimentaires, votre mode de vie, vos difficultés et vos objectifs. À la suite de cette consultation, vous repartez avec un plan d'action entièrement personnalisé, comprenant un plan alimentaire keto adapté à vos besoins et à votre quotidien, une liste de courses keto complète pour vous aider à passer facilement à l'action, ainsi qu'un plan d'action dédié à votre santé métabolique, avec des recommandations concrètes et adaptées à votre situation actuelle. L'objectif est que vous sachiez précisément quoi mettre en place sans avoir à chercher des informations contradictoires pendant des heures et sans vous demander constamment si vous avez fait les bons choix. Vous repartez avec une feuille de route claire, personnalisée et directement applicable au quotidien. Si vous souhaitez être accompagné et construire une stratégie keto réellement adaptée à vos besoins, vous trouverez toutes les informations concernant le bilan keto ainsi que le lien pour réserver votre consultation dans la description de cette vidéo. Maintenant, revenons à notre liste avec l'aliment numéro 5. Pendant plusieurs années, le sucre de coco a été présenté comme une alternative beaucoup plus saine au sucre blanc. Les arguments étaient très séduisants. Il serait plus naturel, moins transformé, plus riche en minéraux et doté d'un index glycémique beaucoup plus faible. Mais il faut remettre ces arguments en perspective. Le sucre de coco est principalement composé de saccharose. Et le saccharose est également le principal sucre présent dans le sucre blanc classique. Le sucre de coco peut contenir des petites quantités de minéraux ou d'autres composés, mais les quantités sont généralement beaucoup trop faibles pour transformer le sucre en aliment santé. Pour obtenir une quantité significative de ces micronutriments, il faudrait consommer énormément de sucre, beaucoup trop de sucre, et ce serait évidemment contre-productif. L'argument de l'index glycémique est également à nuancer. On voit parfois circuler des chiffres laissant penser que le sucre de coco possède un index glycémique beaucoup plus faible que le sucre blanc, mais les mesures peuvent varier selon les produits, les méthodes utilisées et la réponse insulinique et glycémique des individus. Même si son impact glycémique était légèrement inférieur, cela ne signifie pas qu'il devient sans conséquence. Il apporte toujours une quantité importante de glucides assimilables. Et ça, c'est un point essentiel. Un produit naturel n'est pas automatiquement un produit favorable à la santé métabolique. Le sucre de coco provient de la sève du cocotier. Certes, cela semble plus naturel que du sucre blanc raffiné. Mais une fois digéré, votre organisme ne s'intéresse pas au storytelling présenté sur l'emballage. Il doit gérer les molécules que vous avez consommées. Donc, si vous aimez le goût du sucre de coco, vous pouvez l'utiliser occasionnellement dans une alimentation classique. Mais ne le considérez pas comme un sucre que vous pouvez consommer librement, juste parce qu'il est présenté comme sain et naturel. Et dans le cadre d'une alimentation cétogène, il reste généralement beaucoup trop riche en glucides. Vous pouvez plutôt utiliser en quantité raisonnable des édulcorants naturels, comme l'érythritol, la stevia, le fruit des moines, ou lorsque vous en trouvez, de l'allulose selon sa disponibilité et la réglementation du pays dans lequel vous vivez. Et gardez en tête qu'un édulcorant ne doit pas nécessairement être ajouté partout. Réduire progressivement son besoin de goût sucré en bouche peut également être une stratégie très intéressante sur le long terme. Les acai bowls sont probablement l'un des aliments les plus photogéniques de cette liste. Vous avez certainement déjà vu passer ces grands bols colorés sur les réseaux sociaux avec souvent une base violette ou bleutée, des morceaux de banane, de la mangue, des fruits rouges, du granola, du miel, des graines et parfois un filet de beurre de cacahuète ou de noisettes. Visuellement, cela ressemble au petit déjeuner parfait. Et l'acai en lui-même possède effectivement des qualités nutritionnelles très intéressantes. C'est un fruit riche en pigments antioxydants, notamment des anthocyanes. Le problème n'est donc pas nécessairement l'acai. Le problème est la manière dont la majorité des bowls commerciaux sont préparés. La pulpe d'acai non sucrée possède un goût assez acide et peu sucré. Pour rendre la préparation beaucoup plus agréable en bouche, certaines bases sont mélangées avec du sucre, du sirop, du jus de pomme, du jus de raisin, de la banane ou d'autres fruits très sucrés. Ensuite, on ajoute souvent du granola et beaucoup de granola industriels contiennent eux-mêmes encore une fois des céréales, du miel, du sucre, des sirops et du chocolat. Puis, on ajoute encore des fruits, parfois du miel et parfois encore un filet de sirop d'agave. Et chaque ingrédient pris séparément peut sembler naturel. Mais lorsque l'on additionne l'ensemble, certains acai bowls peuvent apporter 50 voire 70 grammes de sucre dans un seul repas. Et souvent, ils contiennent relativement peu de protéines. Vous avez donc un repas très riche en glucides, parfois assez pauvre en protéines, et qui nous rassasie longtemps.
2 heures plus tard, eh bien, certaines personnes ressentent directement ce fameux coup de barre, la baisse d'énergie, à nouveau la faim, une envie de sucre ou des difficultés à se concentrer mentalement. Encore une fois, cela ne signifie pas que l'açaï est mauvais, cela signifie que la composition globale du repas compte davantage que l'image santé de son ingrédient principal. Si vous aimez les açaï bowls, vous pouvez préparer une version beaucoup plus équilibrée à la maison. Choisissez une purée d'açaï non sucrée, ajoutez une source de protéines. Par exemple, vous pouvez ajouter une scoop de protéines en poudre sans sucre ajouté. Utilisez une petite quantité de fruits rouges plutôt qu'une accumulation de fruits très sucrés comme la banane, la mangue ou de fruits séchés. Ajoutez éventuellement une cuillère à café de graines de chia, de graines de lin, quelques noix sans sucre ou une petite quantité de purée d'amandes sans sucre encore une fois. Et évitez d'ajouter en même temps du granola sucré, du miel ou du sirop. Vous conserverez ainsi une partie des bénéfices nutritionnels de l'açaï tout en réduisant considérablement la charge glycémique de votre repas. Terminons avec l'un des produits les plus trompeurs de cette liste, le sirop d'agave. Pendant longtemps, le sirop d'agave a été présenté comme une alternative naturelle au sucre. On le retrouve dans beaucoup de desserts bio, de barres énergétiques, de produits véganes, de boissons bio et de nombreuses recettes présentées comme saines et meilleures pour la santé. Mais l'argument principal utilisé pour promouvoir le sirop d'agave est son index glycémique relativement faible. En comparaison avec du sucre classique, il peut provoquer une augmentation moins importante et moins rapide de la glycémie. Cette affirmation n'est pas complètement fausse, mais elle ne raconte qu'une partie de l'histoire. Le sirop d'agave contient une proportion très importante de fructose. Selon les produits et les procédés de fabrication, cette proportion peut être très élevée dans un produit fini. Or, le fructose ne suit pas exactement le même chemin métabolique que le glucose. Le glucose peut être utilisé par de nombreux tissus du corps. Le fructose, lui, est principalement pris en charge par votre foie. Et c'est notamment pour cette raison qu'il provoque généralement une augmentation moins importante de la glycémie immédiate. Mais attention, un index glycémique faible ne signifie pas automatiquement qu'un aliment est bénéfique pour la santé métabolique. Lorsqu'il est consommé en quantité excessive, particulièrement sous forme de sucre ajouté ou dans un contexte d'excès calorique, un apport élevé de fructose peut favoriser une augmentation de la production des triglycérides, l'accumulation de graisse dans le foie, une augmentation de la graisse viscérale et une dégradation de la sensibilité à l'insuline. Il est important d'apporter une nuance. Le fructose, naturellement présent dans un fruit entier, n'est pas consommé dans le même contexte. Un fruit apporte de l'eau, des fibres, du volume et des micronutriments. Et les quantités sont généralement beaucoup plus faibles. Boire ou ajouter régulièrement un sirop concentré en fructose n'est donc pas équivalent au fait de manger quelques fruits rouges. Le problème vient surtout des grandes quantités de fructose ajoutées, concentrées ou facilement consommables. Et le sirop d'agave en fait partie. Il peut donc avoir un index glycémique relativement faible, tout en n'étant pas nécessairement une bonne option pour une personne résistante à l'insuline. C'est un excellent exemple des limites de l'index glycémique. On ne peut pas juger la qualité d'un aliment à partir d'un seul chiffre. Il faut également prendre en compte la quantité consommée, la composition globale, le degré de transformation que l'aliment a subi, la fréquence de consommation, le contexte métabolique de la personne qui le consomme et les effets à long terme. Donc non, le sirop d'agave n'est pas un sucre que l'on peut consommer sans limite, simplement parce qu'il est naturel ou parce que son index glycémique est plus faible. Alors, nous venons de voir 7 aliments qui bénéficient souvent d'une image très saine. Les boissons pour sportifs, les noix aromatisées, le kombucha industriel, les fruits séchés, le sucre de coco, les acai bowls et le sirop d'agave. Est-ce que cela signifie que vous devez avoir peur de tous ces aliments? Non. Le message de cette vidéo n'est pas si vous mangez une date ou si vous buvez un kombucha, votre santé métabolique sera ruinée à vie. Ce serait complètement exagéré. Le véritable message que j'essaie de vous faire passer, c'est le suivant. Ne vous fiez pas uniquement à l'image et au marketing d'un produit. Les mots naturel, bio, énergie, antioxydants, bon pour le microbiote ou à faible index glycémique ne suffisent pas à déterminer l'impact réel d'un aliment sur votre organisme dans sa globalité. Prenez l'habitude de regarder les étiquettes, de regarder les quantités totales de glucides, regardez les sucres présents, regardez la liste des ingrédients et surtout regardez la portion que vous consommez réellement.
Parce qu'un produit peut afficher seulement 4 grammes de sucre pour 100 ml, mais si vous buvez une bouteille de 500 ml, eh ben vous consommez en réalité 20 grammes d'un coup. Privilégiez autant que possible des aliments simples et peu transformés. Construisez vos repas autour d'une quantité suffisante de protéines et de lipides. Ajoutez des légumes pauvres en glucides. Choisissez des matières grasses de la qualité selon vos besoins. Et adaptez votre consommation de glucides à votre niveau d'activité, à votre sensibilité à l'insuline et à vos objectifs actuels. Si vous êtes résistant à l'insuline, prédiabétique ou diabétique, votre tolérance aux glucides peut être différente de celle d'une personne jeune, très active et métaboliquement saine. La nutrition n'est jamais complètement identique pour tout le monde, mais comprendre les mécanismes vous permet de faire les meilleurs choix adaptés à vous-même. Et surtout, vous permet d'éviter de culpabiliser lorsque vous avez l'impression de tout faire correctement sans obtenir les résultats attendus. Parfois, le problème n'est pas un manque de volonté. Parfois, ce sont simplement quelques aliments que l'on ne pensait pas devoir remettre en question. N'oubliez pas, si vous souhaitez réduire votre consommation de sucre, améliorer votre santé métabolique et découvrir comment mettre en place une alimentation cétogène de manière simple et progressive, j'ai créé un guide gratuit sur le keto. Vous y découvrirez les bases de l'alimentation cétogène, les aliments à privilégier, les erreurs à éviter et les premières étapes pour commencer le keto dans de bonnes conditions. Vous pouvez le télécharger gratuitement grâce au premier lien disponible dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin avec un plan keto entièrement personnalisé, le lien pour réserver votre bilan keto se trouve dans la description également. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, cela permet de soutenir évidemment la chaîne et de faire découvrir ces informations à davantage de personnes. Dites-moi également dans les commentaires lequel de ces 7 aliments vous a le plus surpris. Et si vous souhaitez continuer à améliorer votre compréhension de l'alimentation cétogène et de la santé métabolique, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le keto, la nutrition et la santé métabolique. Portez-vous bien. Ciao ciao.